Yves Zara, Bonneville. Bonsoir tout le monde. Moi, j'avais une question concernant le même sujet qu'on a approuvé tantôt, le paiement de notre facture pour les pompes à Bonneville, chez nous. Et ma question est à double volet. Il y a encore une pelle mécanique dans le secteur. Ma première partie de question, c'est est-ce que c'est terminé, les travaux à cet endroit-là, ou est-ce qu'il y a encore des risques de blocage ou de surverse? En fait, je vais laisser M. Harel préciser. Non, les travaux ne sont pas terminés, mais les travaux urgents et de sécurisation, le risque est beaucoup moins. Mais on a encore des petits enjeux là, pour la suite des choses, pour s'assurer que si une situation similaire se reproduit, on serait en mesure de mieux contrôler la situation. En fait, M. Zara, il y a eu une réparation d'une pompe, comme on l'a mentionné, et il y en a un autre qui a fait défaut entre-temps. Mais il y a eu d'autres travaux qui ont été faits justement pour éviter que la situation du mois de novembre survienne encore. Donc, ils ont creusé la route, installé une vanne pour pouvoir fermer si jamais l'épisode de même survenait. Donc, une réparation encore à venir, puis réparation du chemin, parce que le chemin n'est pas très beau en ce moment. Ça répond bien, merci. L'autre partie qui découle exactement de ça, parce que pour l'avoir vu de mes yeux directement en avant de la maison, il y a eu une méchante surverse. Ceux qui parlent de surverse doivent vraiment comprendre que quand l'eau monte à un demi-mètre en haut de la chaussée, puis que le méno bouge quasiment, là, ça veut dire qu'il y en a de l'eau qui s'en va directement dans le lac. Comme citoyen de longue date du lac, plusieurs familles, moi ça m'inquiète à chaque fois. Et ma question est, quelles seront les études qui seront faites, premièrement, pour analyser la qualité de l'eau à partir du dégel, évidemment, là, quand ce sera possible, et quelles seront aussi des mesures qui seront mises en place. Je sais que c'est arrivé en situation d'urgence, on comprend ça, mais on s'entend dessus que sur le bord d'un lac, on ne souhaite jamais ça. Fait que là, moi, c'est pas un blanc, c'est juste de voir comment on fait pour éviter que des situations comme ça arrivent, parce que là, on parle pas de l'eau qui s'écoule d'un toit, là, on parle vraiment de la merde qui s'en va dans le lac. Fait que ça, c'est pas plaisant du tout. Merci. Vous avez entièrement raison. Le département d'urbanisme est déjà, pas de service technique, a déjà prévu des surveillances ou des analyses, comme vous le dites, là, au dégel. Et pour ce qui est du volet un petit peu plus technique, la raison pourquoi on investit tant de temps et d'énergie justement à la station 12, qui est la station principale, c'est pour mettre en place, excusez l'anglicisme, un genre de bypass pour ne pas être obligé de faire de surverse. Donc, si on a des bris majeurs, encore une fois, de cette station-là, mais il y a aussi, les élus ont participé à une rencontre dernièrement où est-ce que les services techniques et les directeurs des travaux publics ont expliqué les investissements à venir dans les stations de pompage. Donc, on a beaucoup de choses à faire, mais je vous dirais que de contrôler ce qui se passe à la station 12, c'était urgent de le faire. Et là, on minimise beaucoup le risque par rapport à un événement semblable pour pas que ça se reproduise à la même hauteur. Bon, jusqu'à tout récemment, on avait un excellent bilan au niveau des surverses. J'aimerais ça que les travaux publics mettent tout ce qu'ils font en place pour qu'on regagne ce bon bilan. Oui, puis ce serait intéressant aussi, je sais que je crois que c'est le côté environnemental qui fait les analyses pour la plage publique, mais ce serait aussi, vu qu'il y a un émissaire pas mal intéressant dans notre secteur aussi, peut-être que l'eau soit vérifiée à quelques reprises, au moins dans l'été, en période où il y aurait possiblement, parce que nous autres, on doute des fois là, de la qualité de l'eau dans le secteur de Bonneville. On comprend que la plage a été remplacée par un secteur domiciliaire depuis de nombreuses années, mais la problématique, on l'a vu, là, c'est directement là que ça sort, les égouts, et il y a 2-3 entrées-sorties, affluents, confluents qui arrivent là aussi. Puis je pense que c'est un secteur qui mérite aussi l'attention au niveau environnemental et qualité de l'eau de notre lac. Merci. Je sais qu'il y a plusieurs années, on le faisait, fait qu'on pourra regarder la pertinence de le refaire, puis on va vous revenir sur ce qu'on va faire. Merci, M. le maire. Merci. Bon, Peter White, chemin Lakeside and Alton. D'abord, j'aimerais féliciter le Conseil d'avoir retiré la disposition qui aurait peut-être pu une addition de 2 mètres de hauteur sur certains établissements. Je pense que
une excellente décision. Et j'aimerais aussi vous féliciter vous-même, Monsieur le maire, pour votre maîtrise évidente de la plupart des dossiers, de la plupart. Des fois, vous dites que vous n'avez pas tout ça en main, mais vous faites un excellent travail et vous gagnez certainement, vous méritez votre nouveau traitement. Par contre, j'étais très déçu, pendant vos remarques préliminaires aujourd'hui, d'apprendre que les élus étaient déçus du comportement de certains citoyens pendant la consultation du 23 février. Et je me permets de vous suggérer que la raison de la déception des citoyens, c'était qu'ils étaient déçus du comportement du Conseil. Je vous donne un exemple. On l'a vu cet après-midi. Monsieur Ouvrard, je pense que c'est lui qui a présenté une présentation concernant des fuites dans certaines stations de propage. Il a parlé de la station 12. Quelqu'un a posé la question, c'est quoi la station 12? Vous n'avez pas permis à M. Ouvrard ni à personne de répondre à cette demande. Je pense que c'est normal, quand on demande une clarification, une précision, juste un petit mot, de permettre aux citoyens, au moins, de faire, comme un point d'ordre peut-être, de poser cette question-là. Vous n'êtes pas d'accord? Non, M. White. Parce que ça arrête où? Je veux dire, le but de c'est s'il y a une question, on veut qu'elle soit enregistrée au micro. Donc, la station 12, c'est la station à Bonneville. Ah, merci. Maintenant, on le sait. On ne le savait pas avant. C'était pas dur. Vous êtes là, ça me fait plaisir de vous répondre. Mais vous n'avez pas permis à la personne de demander cette question. Je l'ai dit en début, c'est un décorum et ça se passe comme ça partout. Je ne suis pas d'accord que ça se passe comme ça partout. Je pense que vous êtes très sévère en appliquant votre système de décorum. Je pense que c'est normal que lorsqu'un citoyen a une question à poser, qu'on lui laisse poser toute sa question. Et s'il y a des éléments qui manquent, comme aujourd'hui évidemment, si on veut une précision, c'est impossible de demander aux citoyens d'attendre 2 heures pour la deuxième période de questions pour poser cette précision-là. C'est impossible. Alors je vous recommande, Monsieur le maire, on se connaît depuis longtemps, je vous recommande un peu de souplesse dans l'application de votre système de décoration. Par exemple, vous dites que les applaudissements ne sont pas permis. Mais si on veut vous applaudir, c'est pas bien non plus. Ce que j'ai dit en début, M. White, c'est lorsque les gens font un commentaire au micro, c'est peut-être pas produit le 23, mais on a déjà entendu des gens huer ou d'applaudir des commentaires. J'ai dit bien quand... c'est normal. Non, c'est tout à fait normal, ça se fait partout. Avez-vous une autre question, oui, M. White, parce qu'on ne débattra pas ce soir. Là. Non, mais j'entends ce que vous dites. C'est une suggestion que je vous fais d'avoir peut-être comme président du Conseil un peu plus de souplesse dans votre traitement des citoyens qui sont ici pour apprendre et pas pour vous causer des problèmes. Bon. Ma deuxième question, je ne comprends pas exactement qu'est-ce que c'est exactement qu'un raid de jardin. Est-ce qu'un raid de jardin peut être un espace habitable? Oui ou non? Peut être ou peut pas? Peut être. Est-ce qu'il peut être un espace... Bon. Est-ce qu'on peut avoir de l'électricité? Est-ce qu'on va avoir de l'eau? Est-ce qu'on va avoir des égouts? Est-ce qu'on va avoir des facilités de cuisine dans un raid de jardin? En fait, ma compréhension, et M. Taquero pourra me corriger, mais le raid de jardin, c'est lorsque ce qu'on appelait anciennement le sous-sol a une sortie qui est au niveau de la terre. Donc, mais est-ce qu'on peut y mettre une cuisine ou quoi que ce soit, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. C'est pas un détail, c'est important. En fait, écoutez, je vous pose la question pour une raison assez évidente. Si tout cela est permis dans un raid de jardin, c'est quoi la différence entre un raid de jardin et un étage? Yeah. We all know that if it walks like a duck and if it quacks like a duck, it's probably a duck. So I really don't think that's clear. And maybe it's a matter of clarifying. Je vais laisser M. Taquero apporter quelques précisions. Mais je vous rappelle que ce soir, on n'a aucunement changé aucune Je le sais bien. Je veux juste préciser ça. Oui. Mais peut-être le plus facile, c'est de vous lire les définitions de raid de jardin qui viennent notre règlement 596. Je l'ai lu. Qui existe. Vous avez déjà lu? Oui. D'accord. Alors, on parle de raid de jardin, un sous-sol, dont une partie du plancher est au niveau du terrain environnement. Ça veut dire que, tout comme un sous-sol, on peut avoir l'électricité, on peut avoir de l'eau, on peut avoir des gens qui restent là. La seule différence avec un raid de jardin,
un sous-sol est enfermé par le sol. Une grille de jardin, en raison de la pente du terrain, on peut ouvrir une porte patio et marcher sur le gazon. Mais c'est un sous-sol. Un sous-sol n'est pas un étage, ça veut dire que le jardin est non plus un étage. Il me semble que c'est un étage. Peut-être qu'il y aurait besoin de clarifier ça dans un autre amendement à votre règlement, mais si j'étais un avocat, et vous connaissez les avocats, les architectes, je dirais, écoutez, ce que je fais, c'est absolument un étage, c'est un simple rez-de-jardin, mais j'ai tout ce que j'aurais fait dans mon étage. Je pense qu'il y a raison de repenser cette question-là. Merci beaucoup. Merci, M. White. Ma question serait, pourquoi que le Conseil n'envisagera pas un moratorium sur les bâtisses multi-étages, pas multi-étages, mais les projets multi-logements? Pourquoi pas mettre un moratorium, au moins jusqu'à temps que vous avez l'adoption d'un plan urbain? Il y en a un, M. Ingalls, il y en a un moratoire présentement. La question, je la pose sur toute la ville. Oui, en fait. Sur toute la ville. Pas juste le centre de Norton, sur toute la ville. Lorsqu'on avait adopté ce moratoire-là, on avait expliqué les raisonnements pourquoi. C'était l'endroit où est-ce qu'il y a le potentiel d'en avoir le plus. Dans les autres zones, il y a beaucoup moins de risques d'en avoir. Donc, ça a été discuté à l'époque, mais pour l'instant, c'est le moratoire qui est en place. Ma deuxième question. Le gouvernement du Québec a un registre quand il y a des déversements dans le lac, des déversements d'égouts. J'ai vérifié le registre. J'ai vérifié aussi les pénalités que les villes auxquelles ils sont exposés s'ils ne le rapportent pas au gouvernement. Nulle part que j'ai vu le déversement de Bonneville dans ce registre, ou si j'ai vu le déversement qu'il y a eu au bois de montagne au mois de novembre. Ni un ni l'autre sont enregistrés en 2025 ou 2026. M. Harel m'avait dit que vous êtes obligé de les rapporter. En fait, oui, effectivement, on est obligé de les rapporter. Si M. Harel a des précisions, et je vous inviterai à communiquer avec le ministère si c'est pas la ville qui gère leur registre. Ce que je sais, moi, c'est que notre administration a fait les rapports nécessaires dans les délais nécessaires. Pourquoi ils ne sont pas enregistrés? C'est pas moi qui gère le registre, c'est pas le conseil. Je vous invite à communiquer avec eux. Je comprends, mais il y a d'autres villes où il y a eu des déversements qui sont enregistrés en 2026. Lac-Brome n'est pas enregistré. Quelle était exactement la nature? Pourquoi que ça l'a déversé? Comme on a expliqué, il y a eu un bris majeur d'une pompe, entre autres, et un conduit qui a fait en sorte qu'on ne pouvait pas contrôler l'affluent et on a été obligé de déverser, malheureusement, à des bonnes quantités d'eau usée. Et c'est pour ça qu'on a fait les réparations, dont une des factures qui a passé ce soir pour des travaux d'urgence pour changer le pompe. C'est-tu possible que le système est surchargé? Donc, ça va être votre dernière question, mais non, ce n'est pas un enjeu de surcharge. Benoît Bourgon, je vais adresser deux sujets, M. le maire. Le premier sujet, avant, je devrais dire, sous l'ancienne administration Burkham, alors que vous étiez en charge du portefeuille immobilier, et pendant la campagne électorale, vous avez mentionné que vous favorisez une urbanisation douce. Vous avez parlé de 300 portes sur 3 ans. Vous vous souvenez de ça? En fait, vous faites référence. Il y a deux choses. Oui, vous avez raison. En fait, ça vient, le chiffre de 300 venait de la politique d'habitation qui précisait le besoin en habitation pour les gens qui veulent vendre leur maison mais rester dans la région. On a un manque. Et pour les jeunes familles. Mais je ne parlais jamais de dire un maximum global de 300 nouvelles maisons. Est-ce que ce besoin de 300 portes est également supporté par une étude comptable,
C'est-à-dire, on a besoin de 300 portes pour pouvoir boucler la boucle au fil des ans, ou est-ce qu'il n'y a aucune considération comptable à ce niveau-là? En fait, pour la politique d'habitation qui avait été faite à l'époque, oui, il y avait eu une analyse. On avait aussi fait, dans le cadre de la planification stratégique, une certaine analyse particulière, mais ces analyses-là un petit peu plus pointues pour nos besoins actuels vont être adressées dans le processus de la mise à jour des règlements urbanistiques dans les prochains mois. Est-ce que vous pouvez vous engager à publier les analyses qui ont été faites? Ah, ben oui, ben, de mémoire, pas de mémoire, le plan stratégique, où est-ce qu'on a les données, je pense que c'était la firme Raymond Chabot qui les avait fait avec nous, a le portrait démographique, et on avait une firme externe qui avait fait une analyse d'habitation. Ces deux documents-là sont sur le site web. Je peux demander à M. Falquero pour les envoyer, ils sont déjà disponibles. Je comprends que le service de la trésorerie de la Ville, sous l'administration Burkham, avait généré une étude spécifique sur l'augmentation du nombre de portes. Et cette étude arrivait à la conclusion que pour que chaque porte bénéficie au niveau des taxes, la Ville, il fallait que chaque porte, fiscalement, au niveau des taxes, vaille 400 000 $ de seuil de taxation. À défaut, selon cette étude-là, faite par le département de trésorerie sous M. Harel, à défaut, on augmentait drastiquement les dépenses et on ne pouvait pas compenser avec l'ajout de taxes municipales. Est-ce que vous vous engagez à déposer cette étude-là pour qu'elle soit publique? En fait, je vous invite à faire une demande d'accès à l'information parce que moi, je n'ai pas souvenir de cette étude-là, mais si elle existe, elle vous sera rendue disponible. Deuxième sujet. Je comprends que M. Rajot est responsable du comité d'environnement et du comité du CCU, mais ça comprend, ni plus ni moins, le portefeuille immobilier, toute question immobilière. Est-ce que je fais erreur? Quand vous dites question immobilière, c'est le poste que vous occupiez à l'époque. Oui, ben, en fait, on ne gère pas les immeubles de la ville, c'est pas ça que vous voulez dire? Non, le développement immobilier sur la ville, que ce soit commercial ou résidentiel. Non, en fait, non, c'est le CCE, c'est les recommandations qui touchent l'environnement. Okay. Et le CCU, c'est quand on a des demandes de dérogation mineure et autres. Mais M. Rajot n'a pas le portfolio, le développement économique comme... Sous l'ancienne administration, je vais attirer l'attention de M. Burkham à l'effet que j'avais fait une révision des 5 dernières années à partir de 2024 en reculant, de toutes les recommandations du comité d'environnement, et seulement 85% des recommandations étaient refusées par le Conseil, et M. Burkham n'était pas surpris. Ne pensez-vous pas qu'il y a un conflit d'intérêts à ce que la même personne siège sur le comité d'environnement et sur le CCU? Parce que les besoins du CCU sont totalement opposés, dans bien des cas, à celui du comité d'environnement. Aucunement. Premièrement, le rôle du conseiller, c'est de rapporter les dires et les intentions des deux comités. Et les rôles sont différents. Et la preuve, c'est que ce soir, M. Rajot a énuméré le détail des recommandations du CCE qui va de pair avec une recommandation qui a été faite par le Conseil. Et ils ont même rajouté qu'ils aimeraient que le Conseil aille plus loin. Donc, de ce côté-là... Oui, mais ce que je vous ai mentionné dans mon préambule, c'est que 85% des fois que le comité d'environnement, sur 5 ans, faisait des propositions, 85% des cas, le Conseil refusait ces propositions-là. C'était pas M. Rajot qui était là, donc on va laisser M. Rajot, on pourra faire le bilan plus tard, mais je ne sais pas. En fait, j'en reviens sur la critique négative par rapport à cette combinaison des rôles, parce que tout le monde a trouvé superbe idée d'avoir. D'ailleurs, on n'est pas en opposition. L'urbanisme, l'environnement, c'est pas en opposition. Vous ne pensez pas qu'un promoteur va faire des pressions sur le comité, le CCU, pour faire accepter un projet, et 2 jours plus tard, vous allez siéger sur le comité d'environnement. Laissez-moi terminer, M. Rajot. Et le comité d'environnement va dire non, on est contre le projet. Vous ne voyez pas un conflit là-dedans? Justement. OK, c'est correct. Je pense que je suis seul à avoir le conflit. Moi, il n'y a pas personne qui m'a parlé que c'était une mauvaise idée. Bien, là, je vous en parle. Puis on
Vous avez posé votre question? Oui, Monsieur... le dernier point. Non, un instant. Je vais juste donner mon commentaire sur le CCU. Moi, j'étais membre du CCU pour un couple d'années. Mais le rôle du conseiller, c'est pas de donner son opinion, c'est d'écouter nous autres, de donner notre opinion à lui. Fait que c'est à partir de là, il faut qu'il ramène ces infos-là à le conseil. Fait que, vous pensez vraiment que le président du conseil, du comité, ne dirige pas les discussions? Vous pensez qu'il n'y a aucun rôle, qu'il fait juste écouter? Avez-vous déjà été membre? Vous savez qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je sais ce que c'est un comité. Je sais que le président du comité a un rôle assez important. J'ai une dernière question que j'ai posée. Un instant. On va laisser madame et vous allez pouvoir revenir. Ma question repose sur la question de United. La question repose sur la question de United. Je la poserai après. Je vous ai demandé de laisser madame et vous reviendrez après. Did you notice I'm not that tall? Mr. Patterson, would you please put into all of your agendas small information? I did not appreciate not being able to immediately understand what was going on at number 12, which I now, through listening at this council, understand that it's a sewage system in Bonneville. I have not yet found a list of posts, all right, for stations on the website. Therefore, would you please consider putting a street name or a location so that I and others can further understand what it is that you are bringing to the floor? Thank you. Thank you. And on the subject of Res Jardin, now with the ability to have incredible landscaping done through the use of fantastic materials that are available for using in landscaping, it is very simple to have your Res Jardin on the 3rd floor of any building. So please bear that in mind as we are looking at all of this information, which to me, everything we are looking at is backwards because we do not yet have the plan into which we are trying to fit all of our decisions. So just the Res Jardin cannot be on the roof. It's the ground floor. It cannot be on the roof, but it certainly can be on the 3rd floor due to the ability to have landscaping done so that you and I are saying, oh, isn't that a beautiful Res Jardin on the ground floor? But it isn't, because you can have false fronts on those things. You can have side entrances that do not show. And so, to a person like me who's driving by or walking by, it looks like a beautiful Res Jardin ground level, but it's not. So please just bear that in mind, because I have been educating myself on that, and it's phenomenal what you can do with a bulldozer on the land that you own, so that it seems that you have followed every rule and regulation, but oftentimes it can be an optical illusion. And I would just like the council to bear that in mind. Thank you. Thank you. Il reste 5 minutes. Alicia Southall Knowlton. Je voulais juste remarquer en français, je l'ai fait tantôt en anglais, mais je vais le répéter en français, la grande déception que je ressens vis-à-vis de la décision que le Conseil a prise ce soir concernant le projet de règlement 596-20. Durant la consultation publique de la semaine dernière, on osait croire qu'il y avait une certaine considération, respect, sensibilité de la part, surtout de certains conseillers au moins,
concernant les questions très sensées, très précises, des questions qui n'étaient pas posées sur un plan émotionnel, mais qui étaient logiques et qui étaient basées dans les problèmes qu'on voyait venir, possiblement reliés à votre projet de loi. Et de voir ce soir la discussion qu'on a eue, les réponses qu'on a eues, la première session de questions, où on a vu M. Patterson dire que oui, on risquait d'avoir des problèmes de toit plat, mais c'était un risque que vous étiez tous, l'administration et le conseil, prêts à prendre. Que vous n'aviez pas le temps de faire un travail vraiment systématique, logique, articulé pleinement concernant ces règlements. Ces règlements, il n'y a rien de plus critique dans l'administration d'une ville ou d'un village que les règlements. Okay? C'est clair. Okay? Et de voir, ayant vécu et suivi les affaires municipales, okay, très, très minutieusement, pendant plusieurs années, et de voir le nombre de fois, dans la dernière administration, quand M. Patterson dirigeait le CCU, le nombre de fois où tout le monde haussait les épaules en disant « Oui, c'est tel projet malheureux, mais on ne peut rien faire. » Une question, Mme Soutard. C'est la période de questions. Oui, je m'en viens. OK, on ne peut rien faire. Comment pouvez-vous, ceux qui étaient déjà sur le conseil et ceux qui viennent d'arriver sur le conseil, comment pouvez-vous, OK, abdiquer la chance de rectifier les problèmes qu'on avait identifiés? Comment pouvez-vous abdiquer la chance de faire ce travail convenablement? Voilà ma question, M. Patterson. En fait, M. Ouvrard vous a fait la même réponse tout à l'heure. Il vous a dit qu'on s'est attaqué aux choses ce que le Conseil trouvait les plus importantes, et c'est ce qu'on en demande. Donc, ce n'est pas parfait, comme on a dit. La perfection, malheureusement, dans ce dossier, n'est pas possible. Donc, c'est les pas qu'on a pris pour y en arriver. C'est ce que M. On ne cherche pas la perfection, on cherche la responsabilité. Et M. Patterson et M. Ouvrard avaient dit que ça concernait des problèmes à Bonneville. Donc, vous auriez pu vous mettre votre focus là-dessus. Et vous aviez choisi de ne pas le faire. Bien, je ne suis pas d'accord avec vous. On a fait beaucoup de grands pas de ce côté-là, mais c'est votre opinion, vous avez le droit de l'avoir. Je vais laisser Mme poser sa prochaine question. Je vais vous applaudir. Bonjour, Carole Lavoie. C'est au sujet des changements 596-20, application à l'échelle de la ville. Si la problématique visée concerne principalement le secteur Bonneville, pour quelle raison le règlement est-il appliqué à l'ensemble du territoire municipal? Le Conseil reconnaît-il que cette approche augmente substantiellement le seuil de signature requise pour toute procédure référendaire, rendant ainsi une contestation locale pratiquement inopérante? En deux mots, est-ce que le Conseil vise à priver les citoyens de Bonneville de leur droit le plus strict de constater une réglementation qui les touche particulièrement? En fait, Mme Lavoie, encore une fois, on n'est pas d'accord sur le tout. Vous fixez sur les hauteurs, et quand on a eu une discussion, on parle d'un changement de définition. On n'augmente pas la hauteur des bâtiments. Si vous dites qu'on permet des bâtiments plus hauts, c'est totalement faux. Donc, je ne comprends pas... Je n'ai pas mentionné aucune hauteur, je n'ai pas mentionné aucune. Si vous parlez que le règlement n'est pas bon et qu'on le met sur l'ensemble du territoire. Donc, si je comprends bien, dans votre analyse, c'est que vous trouvez qu'on ne devrait pas mieux encadrer la hauteur des bâtiments. Tout ce qu'on fait ici dans les règlements, c'est on restreint les droits pour protéger. Vous avez le droit d'être contre ça, c'est bien correct, mais on le fait pour l'ensemble du territoire parce que les gens à l'extérieur du secteur de Bonneville ont le droit également d'avoir une protection au niveau des hauteurs et qu'on n'utilise plus le calcul de la moyenne pour pouvoir aller chercher des bâtiments qui sont beaucoup plus hauts que la hauteur maximale qui était destinée pour la zone. Bien, je peux vous dire que pour nous, ce n'est pas une protection parce que ce n'est pas encore bâti et on se sent déjà étouffé. J'ai un autre petit mot à dire, c'est pour supporter ce que M. Bourgon mentionnait au sujet du CCU, CCE.
Dans votre après-mandat, à la page 6, pour les élus, l'après-mandat, le numéro 5.6. On dit pendant les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre du conseil d'occuper un poste dans l'administration, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil. Est-ce que, moi je n'ai rien contre Mme Louise Morin, mais elle est maintenant, elle était conseillère, elle est maintenant dans le CCE. Est-ce que, avec tout ce qu'elle connaissait avant, est-ce qu'elle ne se sert pas de ses connaissances pour influencer ou moi, je ne suis pas d'accord que les mêmes personnes, puis en plus, vous gardez les mêmes personnes sur le conseil d'un CCU, CCE pendant des années. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils ont fait des applications, puis sont toujours rejetées. Moi, c'est ma question. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Bonne soirée. On vous laisse le mot de la fin, la question de la fin. Should be finished. La question de Mme Lavoie que vous avez interprétée comme étant... la question de Mme Lavoie que vous avez interprétée comme étant une opposition au règlement, bien qu'elle soit opposée au règlement, ce n'est pas vraiment la question. Si l'urgence, comme vous l'avez mentionné dès le début, avait trait à la rue Bonneville et aux constructions sur Bonneville, pourquoi le règlement n'est-il pas seulement, pourquoi on ne vise pas seulement les citoyens de Bonneville? Parce qu'en visant l'ensemble de la ville, vous augmentez drastiquement le nombre de signatures requises au registre et vous empêchez les citoyens de Bonneville de s'exprimer s'ils contestent le règlement, parce que ça sera toute fin pratique impossible d'obtenir 500 signatures au registre. Alors, vous brimez les citoyens de Bonneville d'exercer leur droit au référendum. Je vais laisser M. Ouvrard répondre à votre question. La question est adressée au maire. Oui, j'ai le droit de demander à quelqu'un de répondre, mais je pense que... Correct. Oui. Ça va? Je pense que le règlement... Bon, là, ça va? L'amendement qu'on fait enlève quelque chose qui est parfois qu'on regarde plus en profondeur, Éric Jardin. Je pense qu'on a fait ça. On est sensible aux questions qui ont été soulevées. Il y a des choses à clarifier. Pour ce qui est trait au référendum et tout, l'ensemble du territoire est visé pour tout le pourtour du lac, si je ne me trompe pas. Et l'enjeu du lac est un enjeu environnemental. L'imperméabilisation, c'est un enjeu environnemental. Et l'essentiel de ce règlement, c'est de diminuer l'empreinte au sol des constructions. Alors, je pense qu'elle est tout à fait appropriée. Mais avec respect, vous ne répondez pas à ma question. Dernier point d'ordre. J'avais mentionné à M. Burkham, il y a au moins 2 ans, lorsque le projet United était en train d'être construit. Je connais ceux qui sont derrière United et j'avais demandé à M. Burkham, est-ce que vous faites enquête sur les promoteurs? Qui sont-ils, etc., etc. Et il a dit du revers de la main, non, ce n'est pas notre travail. Avec ce qu'on a appris dans les journaux sur les gens derrière United, est-ce qu'il ne serait pas de mise à la ville d'avoir une procédure, on appelle ça en anglais faire du vetting, de vérifier qui sont les promoteurs, ont-ils un passé, entre guillemets, douteux, est-ce qu'ils payent leurs créances? Ça se fait dans la ville de Montréal, ça se fait dans les grandes villes, suite à la commission, j'oublie le nom, mais Charbonneau. Alors, ça se fait dans toute cette ville. Est-ce que le Conseil est prêt à mettre en place un processus par lequel l'administration, M. Harel et son équipe, vérifient tous les tenants et aboutissants des personnes qui soumettent des projets? En fait, c'est très légitime. L'enjeu, je crois, c'est qu'il y a
les grandes villes le font seulement à partir d'un certain seuil. Moi, il y a un minimum où je vous rejoins, c'est qu'il y a certaines plus petites villes autour de nous qui prennent des dépôts de garantie. Donc, certains bâtiments, certains travaux qui ne sont pas faits, le promoteur, le conseil exige, avant d'émettre le permis, une garantie financière. Donc, au minimum, c'est ce qu'on exige. Et si ça avait été le cas dans le cas de United, qu'on aurait exigé une garantie, dès le dépôt du premier projet, ça aurait limité les dégâts, mais c'est sûr qu'on peut. C'est quelque chose qu'on va regarder à une certaine échelle selon la disposition légale. Ce n'est pas seulement des garanties financières. Je pense qu'on devrait regarder, c'est également des garanties d'honnêteté, de voir si les personnes en question ont un passé, j'ai dit douteux parce que je ne suis pas en mesure publiquement de dire autre chose, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que ces recherches-là doivent être faites maintenant de façon assidue, contrairement à ce que l'administration Burkham faisait à l'époque. En fait, on va certainement le regarder. Moi, j'aime bien l'idée. J'applaudis le maire. Alors, c'est ce qui met fin à la rencontre de ce soir. Qui propose la levée de la séance? Je proposerai une seule. Appuyé par? Alors, merci. On se voit à la prochaine rencontre.